Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exo de Colle, ici numéro 103. Mais c'est également le 200e exercice que nous abordons ensemble sur cette chaîne. Si on cumule Exo de Colle et petits Exo de Colle 200, c'est donc les 2/3 de l'objectif que je m'étais fixé lorsque j'ai démarré la chaîne il y a un peu plus de 3 ans et demi pour constituer une banque d'exercices vidéo pour les classes préparatoires aux grandes écoles. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas me lancer dans un monologue plus long pour vous remercier et tout ça. Je vais le faire dans une autre vidéo qui sera le prochain numéro de l'examen qui va sortir ce jeudi par rapport à cette vidéo. Je mettrai le lien en description une fois que la vidéo sera sortie, bien évidemment. En attendant, je tiens juste à vous remercier pour l'intérêt toujours autant grandissant pour la chaîne, que ce soit les gens qui soient là depuis le début de la chaîne et les premières vidéos qui sont sorties, que même les gens qui sont en train de découvrir la chaîne à travers cette vidéo. Salut à vous, ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles figures. Je dis ça bien sûr en rigolant, je ne vois pas vos visages, je ne vois qu'une caméra, c'est tout. Et il n'y a personne autour de moi en vrai, donc bon, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Enfin bref, je vous remercie, et puis on va se lancer donc pour cet exercice qui va célébrer donc ce 200e numéro. Un exercice pour lequel j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises le résultat à travers différentes vidéos, les mois passés, voire même peut-être les années passées, parce que c'est, je pense, quand même un résultat assez important d'algèbre linéaire. J'ai nommé la décomposition de Frobenius. L'énoncé de l'exercice que nous allons attaquer aujourd'hui est donc le suivant. Nous avons E, un C espace vectoriel de dimension finie. On va considérer U un endomorphisme de E. Et on va montrer qu'il existe une suite de vecteurs x1, xp, et donc un entier P, naturel non nul, tel que E va s'écrire comme somme directe d'espaces cycliques associés à chacun de ces xi. Je vous rappelle la définition de ces espaces cycliques ici. Et de plus, les polynômes minimaux associés à U induits sur ces espaces cycliques vont respecter une divisibilité les uns par rapport aux autres. De plus, on va démontrer une unicité sur l'apparition de ces polynômes. Plus précisément, s'il existe une autre suite de vecteurs, y1, yr, qui vérifie les deux premiers points, donc les points que j'ai mentionnés juste au-dessus, alors on va montrer qu'en fait cette suite est de même longueur et que de plus, les polynômes qui seront en jeu, donc ces polynômes conducteurs, vont être les mêmes. Donc voilà, c'est un très joli résultat, comme je l'ai dit juste il y a quelques instants, appelé la décomposition de Frobenius. Et je pense que c'est un résultat tout aussi important, voire même peut-être plus important que la décomposition de Jordan. Sous certaines réserves, bien sûr, vous me l'accorderez, mais je pense que c'est quand même un résultat du même acabit que la décomposition de Jordan. Alors permettez-moi de faire un petit parallèle. La décomposition de Jordan n'est valide que si on travaille sur un corps algébriquement clos. Donc généralement, on travaille sur le corps des nombres complexes, quand on est en classe préparatoire, mais plus généralement dans un corps algébriquement clos. Et en fait, on va pouvoir montrer que n'importe quelle matrice, si on parle en termes de matrice, est semblable à une matrice de la forme suivante. Donc on va avoir JM1 de lambda 1 jusqu'à JML, disons, de lambda L, où les lambdas sont des nombres complexes, bien sûr, et les MI sont des entiers naturels non nuls, avec la notation JM lambda, qui désigne le bloc de Jordan de taille M. J'ai mis R, c'est C. Donc le bloc de Jordan de taille M, où on a des lambda dans la diagonale et des 1 sur la surdiagonale. Et des 0 ailleurs. Voilà, donc ça c'est la décomposition de Jordan, que vous connaissez peut-être, qui est une décomposition dont on entend parler en deuxième année de classe préparatoire, bien que ce ne soit pas tout à fait au programme de deuxième année de classe préparatoire, c'est plutôt quelque chose qu'on voit en licence, deuxième année, de manière un peu étonnante. On n'en parle pas davantage en classe préparatoire. On peut évoquer, mais c'est plutôt dans le cadre d'exercices, c'est pas forcément dans le cadre de cours ou de résultats de cours à connaître par cœur. Mais je pense quand même que c'est un résultat important qu'il faut vraiment avoir croisé, même en classe préparatoire. Et donc, le résultat de Frobenius nous permet de dire qu'en fait, n'importe quelle matrice est semblable à une matrice qui va s'écrire également en matrice par bloc, et cette fois-ci avec des matrices qu'on appelle des matrices compagnons. Donc CP1 jusqu'à CPL, disons. Okay, donc pas forcément de la même longueur, pas forcément la même décomposition. Ça, c'est peut-être pas obligatoire. Ça demande un peu de travail, peut-être, pour essayer de dire des choses concernant les deux décompositions, le lien entre les deux décompositions. Mais bon, je ne vais pas en parler ici. Donc on a une décomposition avec des matrices compagnons. Je vous rappelle qu'une matrice compagnon, CP, ça va s'écrire de la manière suivante. Vous avez des zéros dans la diagonale, sauf le dernier élément que je vais préciser d'ici quelques instants. Dans la sous-diagonale, vous avez des 1
Puis après que des zéros ici, que des zéros ici. Et vous avez la dernière colonne qui est formée de coefficients qui vont venir d'un polynôme, moins an moins n-2, pardon, moins an-1. Et le polynôme, ça va être un polynôme unitaire, x puissance n, plus an-1 xn, plus papata, plus a0. Voilà, et donc ça, c'est la décomposition de Frobenius. C'est le fait de pouvoir dire que n'importe quelle matrice est semblable à une matrice de cette forme. Et les matrices CP sont appelées matrices compagnons ou matrices de Frobenius également. Un peu comme les blocs de Jordan, blocs de Frobenius. Hein, ça peut aussi se dire comme ça. Donc voilà, c'est des matrices assez particulières qui reflètent un côté cyclique de l'endomorphisme. Comme je l'ai mentionné, il y a une question de décomposition cyclique qui va apparaître. Alors je vais quand même vous mentionner un exercice qui est ultra classique en classe préparatoire, c'est de calculer le polynôme caractéristique d'une matrice compagnon de cette forme. Et il se trouve que le polynôme caractéristique, c'est exactement lui. Donc en fait, ça c'est le polynôme caractéristique de la matrice compagnon. Et on peut même aller un tout petit peu plus loin en montrant en fait que c'est non seulement le polynôme caractéristique, mais c'est aussi le polynôme minimal. C'est même encore plus fort. On a égalité entre polynôme caractéristique et polynôme minimal, ce qui n'est pas toujours le cas, je tiens quand même à le préciser. C'est pas toujours le cas, par exemple, pensez à la matrice identité. Voilà, le polynôme minimal et le polynôme caractéristique ne sont pas pareils à partir du moment où vous travaillez en dimension de matrice supérieure ou égale à 2. Donc voilà, c'est quand même une propriété assez intrigante d'avoir ce genre de choses, de pouvoir définir des matrices par rapport à des polynômes et que de plus ces polynômes donnent en fait exactement le polynôme caractéristique. Je vous invite vraiment à faire cet exercice, c'est un exercice très classique qui peut se faire, hein. Alors juste pour donner l'idée de la résolution, soit vous pouvez vous lancer à développer le déterminant selon la dernière colonne, ou vous pouvez également décider de faire des opérations ligne par ligne, donc de ligne par deux lignes, pour faire disparaître petit à petit la sous-diagonale et ne faire apparaître que des trucs en X dans la diagonale, et à la fin pouvoir calculer enfin le déterminant qui va faire apparaître une formule assez bien connue, qui est la formule de Horner, hein, qui est une autre écriture d'un polynôme. Pour la faire très simple, l'écriture du polynôme peut être A0 plus X fois A1 plus, ensuite on a X fois A2, etc. jusqu'au dernier, d'accord? Donc c'est ça la décomposition ou l'écriture de Horner, c'est en fait de mettre des X en facteur D qu'on peut mettre de tout le polynôme, et puis on met juste le coefficient qu'on va ajouter. D'ailleurs ça apparaît quand on fait de l'informatique, puisque ça permet de calculer de manière un petit peu plus effective, bon pas énormément plus, mais un petit peu plus effective, la valeur d'un polynôme en un certain X. Voilà. Petite parenthèse, je ferme cette parenthèse. Donc voilà, donc c'est les matrices compagnons, assez sympathiques. Et donc l'idée, hein, c'est que, bon, même si vous ne le voyez peut-être pas tout de suite, l'idée c'est que derrière ces sous-espaces cycliques et ces calculs-là, en fait, qu'on va effectuer, avec ces polynômes qui apparaissent ici, eh bien, ces polynômes, en fait, paramétrisent carrément les matrices compagnons qui vont apparaître dans les blocs. Donc voilà, ça c'est pas non plus un exercice très difficile de vérifier qu'en effet, si vous avez un endomorphisme dont vous connaissez le polynôme, donc si vous voulez, on pourrait dire, si vous savez que votre endomorphisme il est cyclique sur l'espace, hein, parce que bon, ça demande quand même une petite propriété par rapport à ce que je viens d'écrire sur l'espace que nous sommes en train d'étudier, mais si vous avez ça, c'est pas très difficile de s'assurer que vous pouvez trouver une base qui va être finalement la base associée à chacun des xi, d'accord? Vous prenez chacun des xi, leur image par u, jusqu'à ce que vous dépassez la dimension de l'espace, bien sûr. Mais vous pouvez très bien faire une famille qui va former une base grâce à chacun des xi, et grâce à chacun de ces xi, vous allez avoir les blocs compagnons qui vont apparaître. Donc c'est pas très difficile de vérifier par rapport à une décomposition de cette forme qu'on va en effet finir par avoir des matrices compagnons dans la diagonale. Et donc là tout l'enjeu c'est donc de démontrer de manière algébrique, hein, sans passer trop par les matrices, plutôt passer par les endomorphismes eux-mêmes, essayer de démontrer qu'en effet on a la décomposition de Frobenius et que d'autre part, les polynômes qui apparaissent, ça ne dépend que de l'endomorphisme, car en effet on aurait pu se poser des questions là-dessus, sur le choix des xi, est-ce que ça a une influence sur les polynômes qui vont apparaître? Et bien il se trouve que pas du tout. En effet ça ne va pas avoir d'influence, et les polynômes qui vont apparaître sont complètement indépendants des vecteurs qu'on choisit, c'est juste dépendant de l'endomorphisme avec lequel on travaille. Bien, alors je vais faire quand même quelques références avant de vous laisser le temps à la recherche. Les références que j'aimerais donner sont les suivantes. On a déjà croisé ces notions dans des exercices précédents qui sont importants à avoir au moins connaissance du résultat, pas forcément connaître comment on prouve le résultat, mais au moins avoir connaissance du résultat.
Il s'agit par exemple pour celui-ci de l'exode-call numéro 87, où on étudiait justement la question de savoir est-ce qu'il y a des polynômes conducteurs qui peuvent être égaux au polynôme minimal. Et il se trouve que oui, on avait réussi à démontrer ce résultat avec de jolis outils, notamment une question de union d'espace vectoriel, qui est un espace vectoriel, implique une inclusion entre les espaces vectoriels. Ça, c'est par exemple un joli résultat. Donc voilà, si vous voulez en revoir quelques détails par rapport à ce résultat qui dit qu'il existe un x tel que pi ux égale pi u, eh bien n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à cet exode-call 87. Cela va avoir une certaine utilité. Et puis, on a déjà aussi croisé les espaces cycliques, non seulement dans cet exode-call numéro 87, mais plus récemment encore, la semaine dernière, dans l'exode-call numéro 102, car on avait démontré que sous certaines conditions, donc notamment si on a un x tel que pi ux est égal à pi u, donc le polynôme minimal, qui est lié donc à cet exode-call 87, alors on est capable de trouver un supplémentaire stable par u de SU de x. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir enclencher une résolution assez sympathique qui va nous permettre donc de prouver cette décomposition de Frobenius. Voilà, j'espère ne pas avoir trop divulgaché la résolution, je pense en tout cas vous avoir donné au moins des pistes. Donc n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé, c'est pas un exercice si difficile que ça. En tout cas, on va dire qu'il y a une partie difficile qui est liée à l'unicité. Une petite partie difficile où il faut quand même comprendre ce qu'on est en train de faire. Mais en dehors de cette partie-là, je pense que l'ensemble, de toute façon, l'ensemble de la résolution est atteignable en deuxième année de classe préparatoire. En tout cas, maintenant qu'on a attaqué ces différents résultats au préalable, on peut l'attaquer en deuxième année de classe prépa. Alors c'est parti pour la résolution. Alors, on va commencer par montrer l'existence. Donc l'existence d'une telle suite xi qui vérifie les propriétés qu'on souhaite. Bien, alors comment on va démontrer l'existence? On va la démontrer par récurrence. Par récurrence sur quoi? Sur la dimension de l'espace dans lequel on bosse. Alors il y a un cas hyper évident, c'est quand la dimension de E vaut 1. Évident parce que une matrice compagnon, dans ce cas-là, c'est un peu la même chose qu'une matrice, un bloc de Jordan, en dimension 1 fois 1, ça va juste être un coefficient nul ou non nul, peu importe, qui va apparaître. Donc il n'y a aucune difficulté dans le cas de dimension 1, ça se ramène juste au réel, on peut dire ça, ou au complexe, plutôt. Et donc voilà, il n'y a pas de difficulté du tout. Donc la propriété est assez évidente en dimension 1. Donc maintenant qu'on a la dimension 1, et bien comme dans toute récurrence qui se respecte, on lance l'hérédité, et donc on doit écrire les hypothèses de récurrence. Ici on va même faire une récurrence un tout petit peu plus forte, comme si nous l'indique, c'est une récurrence forte, voilà, je me répète, c'est pas grave. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire une hypothèse sur tous les espaces vectoriels de dimension inférieure à une certaine valeur. Donc soit n un entier naturel non nul fixé, supposons la propriété qu'on veut démontrer vraie pour tous ces espaces vectoriels de dimension, donc ces espaces vectoriels f, je vais donner un nom quand même, de dimension inférieure ou égale à n, et pour tout endomorphisme V de f. Ok, donc on va supposer ce truc-là, et on va démontrer que ça marche aussi pour n'importe quel espace vectoriel de dimension n plus 1. Et n'importe quel endomorphisme sur cet espace vectoriel. Très bien. Alors c'est parti, soit E, un C, espace vectoriel de dimension n plus 1, et U, un endo de E. Et là, je vais juste enchaîner les résultats que nous avons déjà vus précédemment. Grâce à l'exode-call 87, on peut affirmer qu'il existe un x pour lequel pi ux est égal à pi u. Donc, le résultat de l'exode-call numéro 87 permet de dire qu'en effet, il existe un x dans E non nul, je vais l'appeler x1 d'ailleurs, tel que, simplifions un peu, pi ux est égal à pi u. Donc pi u, c'est la notation que j'utiliserai pour polynôme minimal.
de U sur E en entier. Très bien. Donc ça, c'est l'exode-col 87. Et on a aussi l'exode-col 102 qui va être très utile également parce que l'exode-col numéro 102 nous permet de dire que sous ces conditions, pour X1, on va pouvoir trouver un sous-espace stable qui va être supplémentaire à SU de X1. Donc c'est-à-dire qu'il existe G SV de E stable par U tel que, eh bien E, c'est égal à SU de X1 plus G. Donc G le supplémentaire stable par U de SU de X1. Bien, alors par conséquent, je vais pouvoir, puisque G est stable par U, SU de X1 est également stable par U, je vais pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence sur U induit, donc l'induit de U sur G. Donc, pourquoi? Parce que la dimension, je vais quand même préciser, or, la dimension de G, bah, c'est la dimension de E moins la dimension, par somme directe, hein, bien sûr, moins la dimension de SU de X1. Or, X1 est un vecteur non nul. Donc, comme X1 est un vecteur non nul, bah, par conséquent, la dimension de cet espace-là est au moins égale à 1. Et donc, par conséquent, ce truc-là doit être inférieur ou égal à n. Et donc, je peux appliquer l'hypothèse de récurrence. Donc, par hypothèse de récurrence, on a donc appliqué sur G et V qui sera l'induit de U sur G. Ok. Donc en appliquant ceci, on va pouvoir écrire, donc on a G qui peut s'écrire SU de X2, etc. jusqu'à SU de XP. Et de plus, les polynômes les polynômes vont se diviser les uns les autres par rapport à U induit sur G. Donc pi U induit sur G XP divise pi U induit sur G X P-1 division jusqu'à pi U induit sur G X2. Désolé pour les notations, je voulais essayer d'utiliser des notations de façon à ne pas avoir besoin d'introduire des notions plus poussées comme les questions d'espace cyclique ou des trucs comme ça. En fait, la question d'espace cyclique est cachée sur l'écriture SU de XI. C'est essentiellement là. Bref, donc très bien, j'ai cette décomposition, j'ai cette divisibilité entre les polynômes. Il est assez clair que je peux remplacer U induit sur G par U. C'est pas très difficile non plus de s'en convaincre. Le seul truc qu'il va falloir maintenant vérifier, c'est est-ce que pi U de X1 est divisé par pi U de X2. C'est une question qui se pose. On va y répondre. Donc, je vais écrire, notons que pi U induit sur G XI, c'est bien égal à pi U XI, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, les XI sont dans G, hein, donc le U induit sur G, c'est la même chose que appliquer U, finalement, c'est la même chose, donc il n'y a pas de problème par rapport au polynôme minimal. Très bien. Et maintenant, reste à montrer que pi U de X2 divise pi U de X1. Alors c'est là où on va utiliser un petit truc, c'est que, en fait, pi U de X1, c'est pas n'importe quoi par rapport à la décomposition qu'on veut. Si on fait un petit peu plus gaffe à ce qui se passe, pi U de X1, c'est censé être le polynôme minimal. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs utilisé à un moment donné. Là. Donc là, je vais l'utiliser directement, mais en fait, il y a un moyen de démontrer que si on a cette décomposition, on y reviendra un petit peu plus tard, mais dans pas très longtemps d'ailleurs, parce qu'il va falloir le faire pour l'unicité, mais on peut démontrer que si on a une telle décomposition, alors le polynôme qui est ici, c'est nécessairement le polynôme minimal. Mais voilà, je vais l'utiliser juste de manière, grossière, ouais, on va dire ça comme ça, de manière grossière, je vais juste utiliser le fait qu'on a égalité, et puis basta, parce que ça vient de notre construction. Donc, on sait que pi U de X1, c'est pi U, et que pi U de U, c'est égal à 0, par définition de polynôme minimal. D'accord ? Par conséquent,
Ben, si je regarde pi u calculé en l'induit de u sur g, ben, c'est la même chose que calculer pi u de u induit sur g. Mais pi u de u c'est 0, donc c'est 0 induit sur g, donc ça veut dire que c'est en fait l'endomorphisme nul sur g. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Ben, ça veut dire que pi u appartient à un idéal de C crochet x qui est engendré finalement par pi u de x2. L'idéal en question est le suivant, je prends les polynômes dans C crochet x, tels que, et c'est lié à la construction de SU de x2 si vous voulez, donc les polynômes de C crochet x tels que P de U en x2, oui c'est ça, donc P de U de x2 égale 0, 0 du coup 0G. Okay. Donc je regarde ce truc-là, bah, c'est un idéal inclus dans C crochet x. Donc un idéal principal qui est engendré par un seul polynôme qui est ici pi u de x2. Et qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de montrer que pi u, bah, il est dedans. Donc ça veut dire que pi u de x2 divise pi u. Hein, je vous rappelle que le fait qu'il soit engendré par un seul polynôme, ça vient du fait que C crochet x est un anneau principal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les anneaux sont, tous les idéaux pardon, sont principaux. Et ça veut dire alors que tous les idéaux sont engendrés par un seul élément. Bon voilà, ça on a terminé, on vient de conclure. Donc, pi u de x2 divise pi u, qui n'est rien d'autre que pi u x1. Et voilà, ceci conclut la preuve pour l'existence. Je n'ai pas fini encore l'exercice, mais j'ai fini l'existence. On a bien l'existence d'une suite x1, xp qui vérifie ces propriétés-là. Maintenant, montrons qu'on a une unicité par rapport à l'apparition de la suite des polynômes qui sont là-dedans. Pour montrer qu'en fait ces polynômes ne dépendent pas des vecteurs qu'on choisit, mais dépendent vraiment de l'endomorphisme. Très bien, encore une fois, hein, c'est ça l'avantage du support vidéo, c'est de ne pas hésiter à faire demi-tour, à faire des pauses s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, pour les réécouter, pour essayer de mieux les saisir. Vraiment, n'hésitez pas. Hop, c'est fait pour ça. Alors maintenant, l'unicité. Unicité, prenons donc y1, yr dans E et x1, xp également dans E, vérifiant 1 et 2. Premier point, comme je l'ai dit tantôt, on va montrer que pi u x1, c'est en fait pi u. De ce qui précède, je viens de vous démontrer, parce que c'est une preuve tout à fait analogue, je viens de vous démontrer, de vous réexpliquer en fait, parce qu'on l'a déjà vu dans l'exode col 87, mais je viens de vous réexpliquer pourquoi pi u x1 divise pi u. Donc, par ce qui précède, on sait que pi u x1 divise... non, attends, c'est dans l'autre sens. On sait que pi u divise pi u x. Ah oui, donc ça vient pas de l'exode. C'est ce qu'on a fait dans l'exode col 87 qui va nous permettre de dire qu'on a la divisibilité dans l'autre sens. Donc là, de ce qu'on a fait précédemment, on a montré que pi u x1 divise pi u. En fait, on a fait un raisonnement par rapport à pi u x2. Bon, certes, on était sur l'induit de u sur g, mais en fait, vous pouvez faire le même raisonnement si vous n'étiez pas sur cet induit, si vous étiez juste sur E, et du coup vous pouvez montrer que pi u x divise pi u exactement de la même manière. C'est pas très bien. Très bien. Alors maintenant pour avoir la divisibilité dans l'autre sens, il suffit de noter que pi u x1 est en fait un polynôme annulateur de u. Or, par la décomposition de Frobenius, dont on n'a pas encore l'unicité, hein, bien sûr, décomposition de Frobenius, on a que pi u x1 calculé en u, ça fait 0. Donc l'endomorphisme nul sur E.
Pourquoi? Bah parce que vous savez que tous les polynômes minimaux ici divisent pi x1. Et du coup, ces polynômes minimaux, bah, ils annulent u sur cet espace-là. Donc, pi x1 annule u sur cet espace-là, pi x2 annule u sur cet espace-là, etc. jusqu'à pi xp annule u sur cet espace-là. Par conséquent, pi x1, comme il comporte tout le monde comme diviseur, eh bien, il annule u sur tous les sous-espaces qui sont ici. Bon, bah, s'il annule u sur tous ces sous-espaces, ça veut dire qu'il annule u sur tout e. Voilà pourquoi. D'accord, je l'ai expliqué à l'oral. J'espère vous avoir convaincu qu'en effet, ça vient vraiment de la décomposition de Frobenius. Et donc, ça veut dire alors que pi u, puisque c'est censé être le polynôme minimal qui annule l'endomorphisme u, il divise pi u x1. Voilà, terminé. Donc, on a que pi u, c'est bien égal à pi u x1. Par conséquent, ça nous permet déjà de conclure que pi u x1, qui est donc égal à pi u, c'est aussi égal à pi u de y1, car ce pi u de y1 donne normalement une autre partie de décomposition de Frobenius. A priori, on aurait une deuxième décomposition de Frobenius, et on vient de montrer que les polynômes qui sont en jeu dans cette deuxième décomposition de Frobenius, c'est les mêmes, enfin le premier, c'est le même que le premier pour l'autre. Très bien, alors maintenant on va falloir démontrer que tous les autres polynômes sont aussi égaux. Ça va demander un peu plus de boulot, et en fait on va le faire par l'absurde. Je vais me permettre d'effacer un petit peu maintenant, pour avoir de la place. Hop. Et on va supposer qu'en effet, les polynômes se distinguent à partir d'un certain rang. Donc plus précisément, on va faire une hypothèse sur un indice, pour lequel on a les pi qui vont être distincts, mais pour les indices plus petits, ça va être encore égaux. Donc c'est ça qu'on va faire. Alors, je vais l'écrire proprement pour que ce soit plus clair. Donc, par l'absurde, supposons qu'il existe un K, un indice, tel que, donc un indice dans les entiers naturels non nuls, tel que, eh bien, pi u de xk est distinct de pi u de yk. Et je vais m'intéresser au plus petit indice pour lequel ça arrive. C'est ça que je vais faire. Donc, posons j comme étant, donc j va être supérieur ou égal à 2, automatiquement, puisqu'on vient de voir que pour 1, c'est nécessairement égal. Je vous rappelle qu'on a déjà pi u x1 égale pi u égale pi u y1. On a déjà égalité là. Donc posons j supérieur ou égal à 2 comme étant le plus petit indice. K pour lequel ça arrive. Pour des questions de dimension, ça va forcément arriver à un moment donné, ce truc-là. Parce que s'il y avait égalité et que malheureusement P était plus petit que R par exemple, s'il y avait égalité jusqu'à P, et qu'après, après ce P, il n'y avait plus d'égalité, le problème c'est qu'on aura une question de dimension qui ne sera pas respectée. Donc je tiens à préciser que cela arrive bien. Donc, cela arrive en effet, car si P était plus petit que R, disons, je vais faire l'exemple comme ça, enfin je vais l'expliquer comme ça. Si P était plus petit que R, et que pi u xi était égal à pi u yi pour tout i dans un P, alors les dimensions, donc je rappelle que ça aussi c'était un résultat qu'on a déjà croisé dans les précédents exocols que j'ai mentionnés ici. On a que E, normalement, c'est la somme des dimensions des espaces, donc de S, U, X, I. I allant donc de 1 à P. Mais ces SU de XI, leur dimension, c'est exactement les degrés des polynômes qui sont en jeu. Donc en fait, ça va être la somme, pour I allant de 1 à P, des degrés des polynômes, pi U, XI. Mais les pi u xi, c'est la même chose que les pi u yi, donc rien ne m'empêche de remplacer par yi. Pi u yi. Et ça, c'est exactement la dimension des su yi.
Or, ben, normalement, E, c'est aussi la somme pour J, peut-être pas J, pour T allant de 1 jusqu'à R, des dimensions des SU qui. Donc normalement, on a aussi ça. Mais si R est plus grand que P, bah alors ça veut dire qu'il y a des termes là-dedans qui sont nuls, automatiquement, puisque ces deux sommes doivent être les mêmes. Donc, voilà, donc, on va avoir alors que dimension... Donc bah, en fait, on va avoir que les espaces plus grands sont nuls, quoi. SU, Y, P plus 1 jusqu'à SU, Y, R seraient des espaces nuls. Ça serait réduit à des espaces nuls. Et donc, bah, si ce sont des espaces nuls, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de regarder ces vecteurs-là, on peut s'arrêter juste à YP. Et donc, bah, ça veut dire que c'est terminé. On a alors P égale R et on a égalité de tous les polynômes conducteurs qu'on souhaitait. Donc, on aurait terminé notre affaire. Voilà. Donc ça explique pourquoi, en effet, on peut se ramener au cas où, forcément, on a un indice J plus grand que 2 pour lequel on a ça qui diffère. Bien, en espérant avoir été clair, je vais effacer maintenant. Et on va arriver maintenant à la partie difficile. La partie la plus difficile, je pense, de l'exercice. Hop. Donc la partie difficile, qui est peut-être pas très intuitive, c'est la suivante. En fait, l'idée c'est que, ok, on vient de prendre l'indice le plus petit pour lequel on a ces deux polynômes qui diffèrent. Donc ça veut dire que pour les indices plus petits, on a égalité. Très bien. Qu'est-ce qui se passe alors si je regarde mon espace et que je regarde l'image de cet espace par pi u xk calculé en u? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si je regarde de plus près pour la décomposition de Frobenius, je vais avoir quelques éléments qui vont survivre, ça va rester une somme directe grâce à la linéarité de u, bien sûr. Mais surtout, il va y avoir certains SU de xj, enfin xk ou peu importe, qui vont disparaître. Parce qu'ils sont trop grands. Et comme les polynômes minimaux qui apparaissent vont être en lien avec ce polynôme xk, ça va être un polynôme minimal pour, grosso modo, l'espace qui va rester. Et du coup, finalement, ce qui va rester, c'est donc que les premiers termes jusqu'à j-1. De l'autre côté, pour l'autre espace, là, on va avoir encore tout le monde. Mais on sait qu'il y a égalité entre les polynômes conducteurs. Le fait d'avoir ces égalités-là va nous permettre de montrer que U va devoir être semblable sur les espaces SUXI par rapport à SUYI. Et ça, c'est pas très difficile de s'en convaincre parce que qu'est-ce qui se passerait si je regardais l'espace par rapport à la base donnée par XI, U de XI, etc. Si je regarde la matrice que je vais obtenir exactement la matrice compagnon associée au polynôme. Et je fais la même chose avec YI et je trouve la même matrice. Donc ça permet de dire que les espaces, les SU de X vont être, et les SU de XI et les SU de YJ vont finalement être, bien sûr, on s'y attendait peut-être un peu, mais vont être isomorphes, sont liés à un endomorphisme U qui va être semblable l'un par rapport à l'autre, les induits sont semblables. Et donc par conséquent, on va pouvoir affirmer des choses sur les dimensions des espaces qui sont en jeu, et donc affirmer des choses sur la dimension des espaces qui sont en jeu pour les autres évalués. Et ça va nous permettre de conclure. Alors bon, ça fait beaucoup d'informations dit à l'oral, je vais maintenant l'écrire, que ce soit plus clair pour tout le monde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder pi u de xk, calculé en u, le tout calculé sur E. Et j'ai là deux manières de calculer ce truc. Grâce à la linéarité de U, une somme directe reste une somme directe. Et donc je vais pouvoir écrire pi u xk, pas xk, xj, pardon, je vais regarder xj, c'est le premier indice pour lequel ça diffère. C'est ça qui m'intéresse. Donc j'ai pi u xj calculé en U, calculé en SU de x1, somme directe, et je m'arrête. Pi u de xj calculé en U sur SU de xj-1. D'accord, je le dis là, c'est important. Parce que du coup, avoir le fait d'avoir ça, la question que vous devriez vous poser, c'est pourquoi j'ai pas mis les autres termes. Les autres termes disparaissent, étant donné que pi u de xj, c'est le polynôme minimal de U induit sur le reste de la somme directe. Étant donné que tous les autres polynômes divisent le polynôme pi u de xj.
D'accord? Donc bon, bah forcément, le polynôme minimal pour U sur chacun des induits va apparaître dans pi U de xj, ce qui fait que pi U de xj sur les espaces qui seront induits pour les autres là-bas, bah, ça va donner 0. C'est pour ça que les autres termes de la somme directe disparaissent. D'accord? Donc, je vais quand même le repréciser. Car pi U de xj est annulateur de U induit sur SU de XL pour L plus grand ou égal à J. Alors, une phrase, voilà ce qui explique, mais je l'ai dit à l'oral un petit peu plus en détail. Maintenant, je peux aussi le calculer autrement en utilisant la décomposition Frobenius, mais selon les Y. Donc, je peux aussi écrire pi U xj, calculé en U, calculé en SU de Y1, somme directe, blablabla, jusqu'à pi U, je suis en train de demander, mais j'ai pas oublié de parenthèse, jusqu'à pi U de xj, calculé en U, calculé en SU de YJ-1, je vais mettre celui-là quand même parce qu'il est important. Normalement, je vais quand même jusqu'au bout parce que pour l'instant, je n'ai aucune information sur ce qui se passe pour les autres. Donc ça, SU de YR. Pour l'instant, j'ai ça. Très bien. Ok. Donc, comme je vais commencer à le dire, nous savons que les polynômes arrivés jusqu'à les polynômes minimaux, pardon, arrivés jusqu'à J-1 sont les mêmes. Donc, nous savons que pi U de xi est égal à pi U de yi pour i plus petit que j. Puisque j c'est le plus petit indice pour lequel on a les deux polynômes qui diffèrent. Très bien. On a ça. Le fait d'avoir ça permet de dire alors que U induit sur SU de xi et U induit sur SU de yi sont semblables. Et je vais préciser matriciellement avec la matrice compagnon qu'on a mentionnée tantôt, associée au polynôme pi u xi. En effet, amusez-vous à prendre la base associée de SUXI. Donc SUXI, ça serait XI, U de XI, jusqu'à U puissance le degré du polynôme PUXI, moins 1, d'accord, calculé en X, vous prenez en XI, pardon, vous prenez ces trucs-là, ça forme une base de votre espace, et puis écrivez donc la matrice associée à cette base-là, et vous allez tomber sur la matrice compagnon. Faites la même chose pour YI, comme c'est le même polynôme, on trouve la même matrice compagnon. Voilà, j'espère avoir été convaincant. Et donc, le fait d'avoir ces trucs-là permet de dire alors que les espaces qui sont en jeu ici vont devoir être de même dimension. Alors, parce que peut-être une autre manière de dire, c'est que je peux créer un isomorphisme entre chacun des SU de XI avec les SU de YJ de façon à ce que l'endomorphisme U agisse de la même manière pour les deux. D'accord ? Ce qui veut dire qu'on a un morphisme de KU, K crochet U module. Pour ceux qui ont un petit peu plus de connaissances, on peut parler de morphisme de K crochet U module. Et donc là, on a un isomorphisme linéaire qui préserve donc cette action par rapport à U. Donc ça, c'est plutôt sympathique, très bien. Bon, pour ceux qui se posent la question rapidement de ce que c'est un K crochet U module, un module, c'est un peu comme un espace vectoriel, mais cette fois-ci, au lieu de travailler avec un corps, vous travaillez avec un anneau. Donc là, K crochet U. Et K crochet U, ça serait de regarder tous les polynômes calculés en U pour le tour de tous les polynômes que vous pouvez faire. Vraiment, vous faites le tour de tous les polynômes et vous calculez ce polynôme en U. Ça vous donne donc K crochet U. Donc voilà, ça serait un K crochet U. On pourrait voir ces choses-là en termes de K crochet U module. Chose qui peut se faire à des niveaux supérieurs, bien sûr.
Mais ici, je me réduis à un argumentaire qui marche également pour des élèves en classe préparatoire. Donc c'est pour ça que je ne vais pas trop loin dans les interprétations pour l'instant, mais ça peut être bon de le savoir pour ceux qui peut-être ont plus d'habitude à manipuler ces choses-là. Bref, donc on a ça, et cela implique, comme j'ai dit, qu'on va avoir une égalité de dimension entre les différents espaces. Donc ça veut dire qu'on va avoir dimension de pi de xj calculé en u, le tout sur su de xi, qui va être égal à la dimension, la même chose, mais cette fois-ci, xj calculé en u de su de yi. On va avoir égalité de dimension sur ces espaces-là. À cause de cette question de similitude, qui donne finalement les propriétés sur les dimensions des espaces qui sont en jeu. Et donc l'action de U étant préservée même en appliquant pi u xj de U, eh bien, on en arrive à cette conclusion. Bon, alors maintenant qu'on en est là, eh bien, on va pouvoir conclure. Car là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que lui est de dimension égale à lui, le suivant au suivant, etc. jusqu'à lui est de même dimension que lui. Mais là, vous voyez normalement un argument que j'ai déjà dit, que je vais réutiliser ici, c'est que vous savez que la somme des dimensions de ces choses-là, c'est égal à la dimension de tout le monde, donc cet espace-là. Mais c'est aussi égal à la somme de toutes les dimensions qui sont ici. Mais je peux m'arrêter à j-1. Donc ça veut dire que tous les autres espaces sont nuls. Voilà. C'est exactement le même argument que tantôt, quand j'ai dû expliquer pourquoi il y avait forcément un indice J qui vérifiait la propriété pourquoi on pouvait supposer qu'il existait un J qui vérifie le fait que les polynômes conducteurs diffèrent. Eh bien, pour un argument assez similaire, on peut en effet arriver à la conclusion que tous les pi xj de U, calculés sur les autres espaces cycliques liés à Y, sont nuls. Donc, par égalité de dimension, je ne vais pas réécrire, mais c'est très similaire à ce que j'ai fait un peu avant. Je vous invite à faire demi-tour sur la vidéo au besoin. Donc par égalité de dimension, on conclut que 0, c'est la dimension de pi u de xj calculée en su de yj, qui est la même chose, bien sûr, jusqu'à la dimension de pi u de xj su de yr. Et donc ça veut dire en particulier que pi u de xj calculé sur su de yj, ça fait 0. Alors j'ai oublié un de u, excusez-moi, je me rattrape. Très bien. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en particulier que pi u de xj de u calculé en yj, ça fait 0. Donc en particulier, c'est ce qui va m'apporter le plus. On a alors que pi u de xj de u calculé en yj, ça fait 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce polynôme, encore une fois, va apparaître dans un idéal qui est lié à pi u de yj. Donc on va avoir en fait précisément que pi u xj appartient à l'idéal engendré par pi u de yj, qui n'est rien d'autre, pour rappel encore une fois, ici pour moi c'est l'ensemble des polynômes qui sont dans C crochet x, tel que je veux que p de u calculé en yj, ça fasse 0. Donc 0 dans l'espace dans lequel on bosse, donc E. Ok? Donc on a ça. Et du coup, ça veut dire qu'on a divisibilité entre les deux. Ça veut dire que pi u de yj, oula. Donc là, je viens de finir la partie difficile, on arrive enfin à la conclusion. Pi u de yj, divise pi u xj. C'est ça qu'on vient de démontrer. Et donc par un argument analogue, on peut démontrer qu'on a division dans l'autre sens, ça vient de la symétrie du raisonnement. On peut échanger les rôles des xi et des yi. Donc par symétrie du raisonnement, on a pi u xj qui divise pi u yj. Et donc, on va avoir égalité entre les deux polynômes. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de le dire tout à l'heure aussi pour montrer l'égalité entre pi u x et pi u. C'est important de vérifier que les polynômes sont unitaires. Donc, parce que sinon, l'égalité se jouerait à une constante inversible près. Donc ici, une constante non nulle près, puisqu'on travaille avec les nombres complexes.
Donc là, ici, pour éviter cette question de constante non nulle qui apparaîtrait, là, je peux directement jouer sur le fait que les deux polynômes sont unitaires. Et ça me permet de passer la constante et de dire que finalement, la constante est égale à 1. Donc, comme PU XJ et PU... Donc là, je l'écris. Je ne sais plus si je l'avais dit tantôt pour PU et PU de X, mais c'est exactement la même chose, il aurait fallu que je le précise. Donc PU XJ, PU YJ sont unitaires. On a PU XJ égale PU YJ. Et ceci nous donne une contradiction. Qui permet d'expliquer que grâce au raisonnement qu'on a fait juste un peu après en disant qu'est-ce qui se passerait si finalement P et R étaient distincts, on aurait des problèmes et on arriverait finalement à la conclusion qu'ils devraient être égaux. Donc la contradiction nous permet de conclure que finalement R égale P et qu'en effet PU de XI est égal à PU de YI pour tout I. Et voilà, ceci conclut la preuve complète de la décomposition de Frobenius, ce qui permet d'expliquer qu'en effet les polynômes qui apparaissent dans la décomposition de Frobenius ne dépendent que de l'endomorphisme et pas du tout de la famille de vecteurs que l'on choisit. Voilà, je trouve que c'est un très joli résultat qui a beaucoup d'applications, vraiment très nombreuses. Alors permettez-moi d'aller jusqu'au bout, parce que là pour l'instant j'ai montré qu'en effet n'importe quelle matrice peut se décomposer d'une certaine manière, et donc une conséquence, c'est ce que j'ai expliqué avant de résoudre l'exercice, c'est que le fait que n'importe quelle matrice peut être semblable à une matrice par bloc, avec des matrices, chacun des blocs c'est des matrices compagnons. Permettez-moi d'aller un tout petit peu plus loin, et de montrer que, en fait, ce qu'on a obtenu ici, ces polynômes-là, ça caractérise complètement la classe de similitude. J'aimerais faire cette petite exo-bonus. Et puis après, je vais vous parler des applications assez sympathiques qu'on peut avoir de ce résultat. Certains, on les abordera en exo de colle ou en petit exo de colle. D'autres qu'on pourrait éventuellement aborder tout de suite. On va voir. Donc, bonus. On va l'écrire sous la forme, encore une fois, d'endomorphisme. Donc, si j'ai E un C espace vectoriel, j'aurais pu faire le même, alors je me permets de faire aussi cette parenthèse, j'aurais pu faire le même raisonnement si j'avais travaillé avec R crochet X. Tout ce que j'ai dit marcherait encore. Même Q crochet X, ça veut dire, il y a pas mal de résolutions que je peux... Les résolutions que j'ai faites là, je pourrais éventuellement les réadapter pour Q crochet X. Mais vraiment, il faut savoir quand même que la décomposition de Frobenius, ça se généralise même pour n'importe quel corps. C'est encore plus fort, je pourrais travailler avec des corps finis. Alors c'est vrai qu'il faudrait réadapter le résultat que j'ai prouvé en exo de colle 87 dans ce cadre-là, parce qu'il faudrait faire un autre travail pour pouvoir réussir à montrer qu'il existe bien X. Alors en fait le résultat sera encore vrai, mais il faudrait le démontrer complètement autrement. C'est plus du tout une question d'espace vectoriel en jouant avec des unions, parce que là cette propriété, en fait c'est à cause de cette propriété-là que ça ne fonctionnerait plus. La propriété qui dit que si j'ai une union d'espaces vectoriels qui forment un espace vectoriel, alors ça veut dire que tous les espaces vectoriels finalement qui sont dans cette union sont inclus dans un gros qui apparaît dans l'union. C'est ça normalement la propriété liée à l'union, mais malheureusement quand on travaille avec un corps fini, ça n'est plus vrai cette propriété. On peut faire une union d'espaces vectoriels qui donne un nouvel espace vectoriel qui est un espace vectoriel qui n'est pas du tout un des espaces vectoriels qui apparaît dans l'union. D'accord ? Je fais un mini-exemple, pensez au corps F2, où vous avez les points 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. D'accord ? Bon, si je fais l'union des vecteurs de chacun des vecteurs, donc là, si je m'amuse à faire cette union finie, je précise, j'ai oublié de préciser, c'est union finie dont je parle. Donc si je fais une union ici de chacun de ces vecteurs, c'est une union finie d'espace vectoriel, et malheureusement, ça me donne tout le monde. Or, l'espace vectoriel qui contient tout le monde n'est pas dans cette union. D'accord ? Donc c'est essentiellement ça qui fait qu'il faut réadapter ce qu'on a prouvé pour l'exo de colle 87 dans le cadre d'un corps fini. Mais vraiment à savoir que cette décomposition est valide également pour n'importe quel corps fini. Ce qui est la force par rapport à la décomposition de Jordan, qui n'est vrai que si on travaille sur un corps algébriquement clos, qui est ici par exemple les nombres complexes. Ok ? Bref.
Encore une fois, je ferme une nouvelle parenthèse et je me relance dans ce bonus. Donc j'ai E, un C espace vectoriel, et la propriété que je veux qu'on démontre, c'est la suivante. U et V, deux endos, sont semblables si et seulement si les polynômes de leur décomposition de Frobenius sont les mêmes. Alors allons-y, prouvons-le. Je vous invite à faire une pause dès maintenant pour essayer de le faire par vous-même. C'est pas un exercice très difficile. Bon, ça demande une petite technicité dans un sens. Dans l'autre, c'est vraiment très rapide, mais dans un sens, une petite technicité. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire une pause pour essayer de le faire par vous-même avant que je vous donne la résolution. Donc, je vous prouve ce résultat. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Donc vraiment, je tiens à faire ce résultat parce que ça permet de mettre en avant qu'en effet, ces informations-là permettent de caractériser complètement les classes de similitude des matrices. Tout comme les blocs de Jordan ou les décompositions de Jordan permettaient de aussi caractériser les classes de similitude. Donc, résolution. Alors il y a un sens qui était évident. Le sens qui était évident, c'est le sens réciproque. En effet, le fait d'avoir les mêmes polynômes, ça veut dire que quand vous allez l'écrire, vous allez écrire votre matrice associée à la bonne base par rapport à cette décomposition de Frobenius, vous allez avoir la même matrice qui sera une matrice en diagonale par bloc avec les blocs, les matrices compagnons associées aux polynômes qui sont écrits. Donc voilà, c'est assez rapide. En effet, dans ce sens, c'est évident. C'est dans l'autre sens que ça va l'être un peu moins. On va essayer de montrer qu'en effet, si on a deux endomorphismes qui sont semblables l'un par rapport à l'autre, alors on va avoir les mêmes polynômes qui vont apparaître dans la décomposition de Frobenius. Alors c'est parti. Qu'est-ce que ça veut dire que U et V sont semblables? Ça veut dire qu'il existe F automorphisme. Je me permets de rappeler que automorphisme, c'est la même chose que endo plus iso. Donc c'est une application linéaire qui va de E vers E et qui de plus est bijectif. Donc j'ai ça, tel que on va pouvoir écrire V égale F-1 UF. C'est ça que ça veut dire, que U et V sont semblables, c'est exactement la même écriture, mais sous la forme d'application linéaire. Je me permets de ne pas écrire les ronds, je l'avais peut-être déjà fait tantôt, mais je n'écris pas les ronds, c'est ce qu'on fait usuellement quand on travaille avec des applications linéaires. Très bien. Bon, cette identité, je peux la réécrire autrement, ça sera utile. Je peux la réécrire comme FV égale UF. Notez que cette propriété peut se généraliser. Cela implique alors que pour tout cas, je ne vais peut-être pas changer de couleur, c'est très bien. Donc pour tout cas entier naturel non nul, on peut écrire, ou même entier naturel, on peut dire, pour tout cas entier naturel, quitte à dire que à la puissance 0 c'est l'identité, on a FVK qui est égal à UKF. Et ça se démontre par récurrence évidente, c'est une récurrence, toute bête. Donc très bien. Ok, ça marche. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une décomposition de Frobenius, et il ne faut pas que je me plante sur l'application avec laquelle je vais faire la décomposition de Frobenius. Je crois que je dois la faire avec V, vu comment j'ai écrit l'identité de similitude. Si je l'avais écrit autrement, j'aurais dû le faire avec U. Donc je vais faire une décomposition de Frobenius selon V. Et ce que je vais montrer, c'est qu'en appliquant F, je vais me retrouver avec une décomposition de Frobenius selon U. Et ça permettra de conclure qu'en effet, les polynômes qui apparaissent dans les décompositions de Frobenius doivent être les mêmes. Donc, j'utilise la décomp de Frobenius sur V. Donc ça veut dire alors que j'ai E qui s'écrit comme somme directe, je ne vais peut-être pas l'écrire. Ouais, bon, je vais utiliser la notation un peu plus standard quand on fait une somme directe. Donc on a une somme directe de SU de, disons, XI, I allant de 1 à P. Avec les polynômes associés bien sûr, donc PU X1, PU XP, avec cette divisibilité. Très bien, maintenant si j'applique F sur tout le monde, l'image directe de l'espace E, c'est E, puisque F est un automorphisme. Donc en tant qu'automorphisme, c'est une bijection de E vers E, donc ça veut dire qu'on atteint tous les éléments de E. Très bien.
Comme f est linéaire, bah, une somme directe reste une somme directe. Donc je vais pouvoir écrire, on a somme directe pour i allant de 1 à p de SU, enfin f de SU, pas SU, pardon, j'ai dit que je le faisais sur V. Excusez-moi, je vais le faire sur V, voilà, de xi. Très bien. Et donc, bah, qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens d'écrire? Bah, si on regarde un petit peu plus près ce que je viens d'écrire, ce f de SV de xi, vous pouvez le réécrire autrement. En effet, f de SV de x, comme v et f vérifient la relation qui est écrite ici, eh bien, vous allez vous retrouver avec SU de f de x. Et c'est pas très difficile de s'en convaincre. Écrivez la base selon x, vous allez avoir x, v de x, v2 de x, etc. Appliquez f, utilisez la commutativité, entre guillemets, qui permet d'échanger le rôle de v en u, et du coup, bah, les f, vk vont devenir des uk, f. Et donc, en effet, bah, je me retrouve avec l'espace engendré par f de x, l'espace cyclique engendré par f de x pour u. Donc, en effet, je me retrouve avec somme directe pour i allant de 1 à p de SU de f de xi. Bien, et puis maintenant, est-ce que c'est vraiment une décomposition de Frobenius? C'est ça la question. Alors, est-ce que ce truc-là est stable par U? La réponse est oui. Pas de problème, c'est stable par U ce truc-là. Est-ce que, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que c'est des espaces cycliques? La réponse est oui, hein, c'est leur construction même qui nous dit que c'est des espaces cycliques, pas de problème. Et puis maintenant, est-ce que les polynômes qui apparaissent minimaux pour U sur f de x, est-ce que ça va être les mêmes? Bah, la réponse est oui, puisque grâce à la commutativité, on conclut. Hein. Donc si par exemple j'avais, en fait la réponse vient assez simple comme cela, si j'avais fait P de V en F, ou fois F, hein, peu importe, mais ça c'est la même chose que P de U fois F. Ce qui fait que si j'ai le polynôme minimal pour V, alors j'ai le polynôme minimal pour U par rapport à F de quelque chose. Donc en effet, on se rend compte alors qu'on a les polynômes pi, alors je les ai appelés U, encore une fois ici c'est V, mais ici c'est U, f de xi. Et ça c'est égal à pi v de xi. Grâce à la relation qui est ici, qui découle de la relation qui est ici, plus linéarité de f. Voilà, tout simplement. Donc par linéarité, vous pouvez vous ramener à ces identités-là, et une fois que vous avez ramené à ces identités-là, bah, bougez, changez ces identités-là, puis on remet en facteur, et on retrouve cette identité-là pour n'importe quel polynôme. Donc là, pour tout P, dans ces crochets X. Et voilà, ceci permet de conclure qu'en effet, si deux applications sont semblables l'un par rapport à l'autre, alors ils vont avoir les mêmes polynômes qui apparaissent dans la décomposition de Frobenius. Par conséquent, ces polynômes peuvent porter un nom. Ce nom qu'on donne généralement à cette suite de polynômes, c'est ce qu'on appelle des invariants de similitude. Je ne l'ai pas dit avant parce que je ne l'avais pas encore montré. Parce que dire que c'est des invariants de similitude, ça veut dire tout simplement que si justement deux endomorphismes sont semblables, alors ils ont la même valeur par rapport à ces polynômes. Et c'est ce qu'on vient de démontrer. Donc voilà, je trouve que c'est un très joli résultat qui complète un petit peu la décomposition de Frobenius. Alors permettez-moi maintenant de faire une dernière aparté qui va aussi donner le paysage des prochains exercices qui sortiront sur la chaîne, car j'ai envie maintenant de donner des exercices qui appliquent un petit peu le résultat de Frobenius. Hop. Alors il y en a certains qui peuvent être assez faciles à démontrer, d'autres un peu moins. Je vais me permettre de regarder mes notes pour ne pas louper les exos dont je veux parler. Donc application. Là c'est une suite d'exercices, donc bon là c'est un petit peu plus difficile de se souvenir de tous les exercices dont j'aimerais parler. Alors il y en a un à peu près évident, qui est le fait que la matrice est semblable à sa transposée. Donc M est transposée de M et sont semblables. Semblables. Alors en effet, on peut le montrer de manière assez élégante, donc ça existe déjà pour Jordan, mais en fait on peut le montrer de manière assez élégante donc sur n'importe quel corps. Je rappelle que, encore une fois, la décomposition de Frobenius c'est vrai pour n'importe quel corps. Donc on pourrait le démontrer sur n'importe quel corps. Et pour le démontrer sur n'importe quel corps, on peut agir de la manière suivante. On le fait seulement sur les matrices compagnons, c'est suffisant. Et donc si j'ai C, ma matrice compagnon, qui s'écrit comme ça,
moins A0 jusqu'à moins AN-1. Donc si j'ai ma matrice compagnon qui s'écrit comme ça, je peux introduire une matrice symétrique qui va être la suivante. Donc je vais avoir A0, A1, A1, A2, 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 etc. Alors est-ce que c'était A0? Je suis en train de me poser la question. Oui, c'est bien A0. Ok. Mais c'est par contre la matrice que je suis en train d'écrire, c'est pas A0, c'est à partir de A1. Ok. C'est une bêtise. Ici j'ai A1, A2, A2, A3, 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 etc. Vous avez AN-1 ici. Et sur l'antédiagonale que des 1. Puis après des 0. Donc je prends cette matrice S, qui est une matrice inversible. Pas très difficile de s'en assurer, c'est une famille échelonnée si vous voulez, en ligne ou en colonne, peu importe. Donc inversible, symétrique, facile pour garder la diagonale. Et constater, enfin c'est pas, ça demande un petit peu de calcul. Je ne vais pas faire ce calcul, mais je vous invite à le faire. Il faut constater qu'en fait CS, c'est une matrice symétrique. Un coefficient complexe du coup. Donc ça c'est une matrice symétrique à coefficient complexe. Et du coup, si vous savez qu'elle est symétrique, elle est donc égale à sa transposée. Et donc si elle est égale à sa transposée, vous pouvez écrire ceci. TS, transposé S, transposé C. Vous pouvez écrire ceci, et vous multipliez par l'inverse de cette transposée-là, et vous avez gagné, vous avez alors que C, transposé inverse ici, S, est égal à transposé de C. Donc voilà, c'est gagné, vous avez démontré que n'importe quelle matrice compagnon est semblable à sa transposée, et donc ça veut dire par décomposition de Frobenius que n'importe quelle matrice est semblable à sa transposée. Je trouve ça c'est un joli résultat, très bien. Je vous invite à faire le calcul en espérant ne pas m'être planté sur les matrices qu'il fallait prendre. Alors maintenant, on va parler plus d'exercices dont on va parler plus longuement. Alors c'est vrai qu'il y a un exercice, je vais peut-être le mentionner maintenant, que je n'ai pas réécrit et que je ne vais pas refaire parce que je l'ai déjà fait dans un autre cadre. C'est l'exercice de Cayley-Hamilton. On pourrait redémontrer, si on le souhaitait, Cayley-Hamilton grâce à la décomposition de Frobenius. Je ne vais pas m'attarder davantage, parce que bon, on l'a déjà fait ensemble. C'était l'objet d'un autre exo de colle, où on avait utilisé la densité des matrices diagonalisables dans l'ensemble des matrices tout court, un coefficient complexe. On avait utilisé ça pour pouvoir démontrer Cayley-Hamilton. Bon, bien sûr, ce n'est pas le seul moyen, encore une fois, mais c'est un moyen assez utile d'appliquer, de démontrer Cayley-Hamilton. Donc, je ne me souviens pas du numéro, mais c'est un ancien exo de colle et je vais le mettre en description, si ça vous intéresse. Mais à savoir qu'on peut aussi le démontrer via Frobenius. Alors, d'autres exos dont j'aimerais parler, eh bien, un truc lié à la densité, justement, puisque je commence à parler de la question de densité de matrices diagonalisables dans l'ensemble des matrices, eh bien, il y a d'autres ensembles de matrices qui peuvent être denses, et qui peuvent avoir aussi quelques propriétés topologiques très sympathiques. C'est notamment, par exemple, l'ensemble des matrices cycliques. Eh bien, on peut démontrer que l'ensemble des matrices cycliques, eh bien, c'est un ouvert connexe, dense de Mn de C. Ça, c'est un très joli résultat de topologie qu'on pourrait faire ensemble. Alors, je ne sais pas encore si ça sera en exo de colle ou en petit exo de colle à voir, mais je pense le proposer prochainement. Très sympathique. Hop, de topologie qui se base sur des questions. Alors, il y a une petite question de déterminant pour la question d'ouvert. Question de connexité, bon, ça demande un petit peu plus de boulot. Et la question de densité aussi, c'est assez joli. Donc voilà, j'aimerais bien faire cet exercice-là devant vous, et je trouve que c'est un exercice très sympa qui applique Frobenius. Donc voilà. Et donc, il y a aussi un autre résultat assez sympa qui peut être lié aussi à cette question de décomposition. Vous pouvez vous poser la question, qu'en est-il du morphisme qui a une matrice associée à son polynôme minimal? Est-ce qu'il y a quelques régularités sur ce morphisme? Eh bien, malheureusement, non. On peut montrer qu'un tel morphisme qui associe à une matrice son polynôme minimal, c'est pas continu. Alors c'est pas continu si je me réduis, même si je me réduis dans des espaces de dimension finie. Hein, donc, parce que vous pourriez me poser la question, oui, il aurait pu faire n'importe quelle matrice. Non, non, je me restreins à des matrices n fois n, et ici du coup je me restreins à des polynômes de degré au plus n. Voilà, hein, d'accord, qu'on soit bien ok avec ça. Donc même si je me restreins, malheureusement, on ne va pas avoir continuité de cette application.
Donc ça pourrait être l'objet d'un exocol ou d'un petit exocol, ça aussi je ne sais pas encore. Et puis il y a un autre exo qu'on m'a proposé il y a un moment de ça, qui me semblait pas possible sans Frobenius. En tout cas, même en m'étant renseigné davantage, je n'ai pas vraiment trouvé d'autres résolutions qui ne passent pas par Frobenius. Alors, probablement que ça existe, mais j'imagine que ça doit être assez tordu. C'est la question du bicommutant. Donc le commutant et le bicommutant, j'aimerais vous proposer des exocols autour de ces notions-là. Je pense que là, il va falloir faire 2 exocols. Donc j'aimerais vous faire un exercice autour du commutant, sans aller trop loin. J'ai pas envie de proposer un exercice où on utilise les questions de cas coché U module. Donc c'est-à-dire que je vais proposer un énoncé pour lequel on va essayer, on va faire au mieux pour rester au programme de classe préparatoire. Je ne veux pas sortir du programme. Si malheureusement on doit sortir du programme, ça sera un complément. Mais sinon, pour l'instant, je l'imagine bien en exocol. Donc je serai partant pour parler un petit peu de commutant pour l'exocol, en exocol, et bicommutant par la suite. Donc commutant, pour rappel, ce sont les matrices qui commutent avec un certain ensemble de matrices. Et bicommutant, là, c'est faire 2 fois l'opération. Vous avez votre matrice, disons, prenez votre matrice, vous prenez l'ensemble des matrices qui commutent avec cette matrice, puis ensuite vous prenez l'ensemble des matrices qui commutent avec toutes les matrices de l'ensemble des matrices qui commutent avec la matrice A. Bien, il se trouve qu'il y a un joli résultat sur le bicommutant sous certaines petites conditions, et on peut le démontrer en utilisant la décomposition de Frobenius. Donc j'aimerais bien vous parler un petit peu de ça, pour aller encore un peu plus loin autour de la décomposition de Frobenius. Donc voilà, cela nous dessine un petit peu le paysage pour les prochains exercices qu'on attaquera sur cette chaîne. Éventuellement, si vous pensez à d'autres applications, peut-être pour ceux qui connaissent déjà un petit peu la décomposition de Frobenius, si vous pensez à d'autres applications de la décomposition de Frobenius, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça me fera toujours plaisir de voir d'autres applications de ça. Bien sûr, je crois que j'en connais encore une autre, mais elle est vraiment hors de portée par rapport aux classes préparatoires. Je crois que c'est une question sur les corps ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai plus l'énoncé exact, mais je ne vais pas me lancer justement à essayer de donner un énoncé exact, c'est pas le but. Mais je sais qu'il y a normalement encore une application possible, mais celle-ci me paraissait vraiment pas atteignable pour une classe préparatoire. Donc éventuellement en complément, mais pour l'instant j'ai préféré le laisser de côté. Je pense qu'on a déjà suffisamment de bagages avec nous pour pouvoir nous lancer à travers des applications de décomposition de Frobenius. Je pense que ça peut être super cool, pour même si juste c'est pour votre culture, c'est pas grave si vous n'arrivez pas forcément à résoudre ces exercices, mais au moins pour votre culture générale, voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait être utile, en quoi ça pourrait être utile de connaître la décomposition de Frobenius. Voilà. Bien, ceci conclut donc ce 200e numéro de l'exocol, d'exercice plutôt, c'est le 103e exocol, mais 200e exercice quand même en tout sur la chaîne, donc ça fait vraiment plaisir encore une fois d'avoir atteint cette barre. Et puis voilà, il nous reste encore un tiers du boulot à faire au minimum, donc on y croit, on s'y approche. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice et ce très joli résultat d'algèbre lunaire. En tout cas, moi je le trouve très joli, cette décomposition de Frobenius. N'hésitez pas non plus à partager si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par ce joli résultat déjà, ou même par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas ici à me soutenir, ça m'est bien utile. Ici, vous abonner, n'oubliez pas d'activer la clochette, et puis 2 nouvelles vidéos qu'on se propose à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!